Est-ce que tu es un gosse de riche ou un gosse d'une personnalité publique dans ce pays? Mon père est chauffeur taxi. Sans argent, l'humain est capable du pire qu'il ne s'imagine pas. Comme le dit ma belle-mère, l'argent c'est comme le sang qui circule. Quand ça manque, le sang coagule. En Afrique, les gens, parfois, ils savent faire de l'argent, Ouais. mais ne savent pas gérer l'argent qu'ils ça gagnent. c'est vrai. Et c'est ça un peu le gros souci. Tu penses aujourd'hui, M. Fermand, que tu peux redevenir pauvre? Je ne suis pas riche, mais je suis un ancien pauvre. La même manière dont riche voit, analyse, opine sur un billet de 10 000, c'est pas la même manière. C'est que moi, tu veux. j'opine. Même si c'est du biscuit que tu vends, il faut juste comprendre comment tu arrives à vendre. Vendre ces biscuits. C'est important, connaître les saisons, connaître le type de biscuit qui marche le plus. Et pourquoi il marche le plus. Et quelle est la marge que tu fais sur ce biscuit? Merci, c'est important, tu vois. En tant qu'entrepreneur, notre objectif, c'est de résoudre d'abord le problème. Wow. Donc, un problème que tu vis tous les jours, un problème que les personnes autour de toi vivent, tu essaies d'apporter une solution. Et à partir de ce moment, tu sais que ta solution, elle fonctionne, tu essaies maintenant de l'étendre à l'échelle et tu vas utiliser maintenant le numérique pour aller chercher le maximum de résultats. Je me suis lancé un défi fou. Rencontrer et interviewer 100 outsiders, des personnes au parcours incroyable à travers 10 pays africains. Là, je suis avec le premier, un monsieur qui m'inspire énormément. Il est vraiment parti de zéro et aujourd'hui, il est fondeur et directeur général de l'école EIG. La première école en Afrique francophone spécialisée dans les formations au métier de la communication visuelle et numérique. Son institution a connu une croissance incroyable cette année. Il est présent là actuellement dans 3 pays. D'ailleurs, je ne suis pas la personne la mieux placée à le présenter. Mais avant de te présenter, M. Fermand, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu es un gosse de riche ou un gosse d'une personnalité publique dans ce pays? Mon père est chauffeur taxi. Ah ouais. Donc, tu as déjà la réponse. Donc, je te pose juste cette question parce que la majorité des jeunes, ou en fait des personnes, pensent que pour réussir en Afrique, il faut absolument que tu viennes soit d'une famille aisée ou d'avoir un parent dans le gouvernement et tout. Donc, maintenant qu'on est clair et on sait très bien en fait que M. Fermand, c'est quelqu'un qui s'est construit, il est vraiment parti de zéro. Les amis, restez connectés parce qu'ensemble, on va voir qui il est, d'où il vient, comment il est arrivé, où il en est aujourd'hui et surtout, tu vas repartir avec un plan d'action précis pour toi qui me regardes et que tu as des rêves, des ambitions et que tu veux faire des grandes choses. Du coup, M. Fermand, pouvez-vous présenter s'il vous plaît? Moi, c'est Moïvedo Firmet Rodnon, je suis le directeur de EIG, qui est un groupe scolaire aujourd'hui. Nous avons du collège technique, du centre de formation jusqu'à l'université aujourd'hui. Nous sommes présents pour certains segments de marché au Mali et au Burkina et au Bénin également. Ouais. Donc, on est là avec le DG. Là, actuellement, je stresse déjà. On ne croise pas ça tous les jours, en fait, sur les voies. Du coup, est-ce que vous pouvez nous donner 3 réalisations que vous avez faites depuis votre lancement dans le business? Merci beaucoup, Honoré. Depuis notre lancement dans le business, nous avons mis en place l'école, nous avons eu les autorisations. Chaque année, nous essayons quand même de grimper. Donc, pour moi, en termes de réalisation, déjà, c'est de mettre en place une école comme ça pour répondre à une problématique depuis 2017. Deuxième réalisation, c'est d'opter grandir. Nous avions eu un seul agrément avant, mais aujourd'hui, nous sommes allés jusqu'à 3 et plus qui viennent. Et au-delà de ça, également, en termes de troisième réalisation, pour moi, c'est le partenaire national et international que nous avons, qui nous pousse. Et pour ajouter un bonus, nous sommes aujourd'hui un centre agréé, tout ça, c'est des certifications aux normes internationales. Nous sommes les seuls au Bénin. Ah ouais, ça va très très fort. Là, je te pose en fait une question assez piquante. Depuis que tu t'es lancé dans le business et que tu as lancé simplement ton école, dis-moi, quelle est l'année que tu as fait le plus en fait de chiffre d'affaires? Chaque année, je connais de croissance. L'intervalle en termes de chiffre d'affaires. Je préfère ne pas dire. Mais chaque année, on essaie de mettre en place des stratégies quand même pour connaître de croissance. Je peux dire depuis 2017, on connaît chaque année une croissance. Un taux de croissance en termes de pourcentage de 10 à 15 chaque année. L'objectif cette année est d'aller jusqu'à 25% de taux de croissance. De taux de croissance. Incroyable. Du coup, tu as une grande structure. Quand je suis arrivé, j'ai vu les immeubles ici à Cotonou, à Calavi. C'est juste en fait impressionné. La question que j'ai envie de comprendre, et je pense que la majorité des personnes qui nous suivent là vont se demander, mais c'est qui ce monsieur? D'où il vient? Comment il a commencé?
Tout a commencé d'un constat, comme on le dit. Quand tu es jeune, tu aspires à grandir. Il faut se décider, renforcer la confiance en soi et chercher quelque chose qui ne va pas dans la communauté et essayer d'apporter la solution. Moi, j'étais designer de base, j'étais graphiste de base. J'ai intégré une agence dans laquelle je travaillais et j'ai compris une fois qu'à un niveau donné, je ne pouvais pas créer assez l'impact que je voulais. Donc, je voulais sortir un peu de mon cocon pour créer un impact autour de moi. Moi, j'aime quand on sort de nulle part, on crée de l'impact et puis ça fait boum et on change vraiment des vies. Moi, j'adore les challenges en réalité. Comme entrepreneur, on le sait, chaque jour quand tu te lèves, quand il n'y a pas un défi, il faut te poser la question. Donc, ça veut dire que tout ne va pas. C'est quand il y a un défi, en fait, que ton rôle de manager ou de dirigeant a réellement du sens. Donc, du coup, chez en agence, un beau jour, je me suis dit, mais est-ce que je crée réellement de l'impact grâce à ce que je fais? Je ne pense pas parce que je connais plein de professionnels, même mieux que moi, dans le secteur. Donc, je me dis, est-ce que je vais toujours rester là, faire la même chose que les autres? Non. C'est un secteur assez vaste. Je peux choisir un autre pan du secteur que personne n'occupe pour le moment, histoire d'apporter réellement quelque chose à la communauté. Parce que c'est toute une histoire pour moi d'être même accepté dans cette agence. Je suis passé par mille chemins. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup également qui se perdent, en fait, qui n'auront jamais cette chance quand même d'intégrer des agences, des grandes entreprises. Du coup, si moi j'ai eu cette chance-là, cette opportunité, pourquoi ne pas en fait être un pont pour les autres jeunes, histoire d'apprendre des compétences de ces professionnels qui sont en agence et d'intégrer également ces entreprises-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui à l'EG, notre forte promesse, c'est l'employabilité, c'est l'insertion professionnelle. L'année 2024, nous avons fait 100% d'insertion professionnelle. 2023, nous avons fait 100%. 2024 également, nous avons fait 100% de taux d'insertion. Donc c'est un point pour nous qui est vraiment à cœur de ce que nous faisons. Donc pour moi, c'est de sortir de l'agence, créer un cadre en fait pour accompagner les jeunes designers ou non, mais des talents qui ont ou qui n'ont pas le bac et qui veulent se lancer dans les métiers créatifs comme moi. Donc du coup, moi j'ai un pont. Donc c'est de là en fait l'idée est venue. Créer un centre de formation qui reçoit les jeunes, qui forme les jeunes, qui met les jeunes en relation avec des professionnels qui sont en agence et qui puissent partager leur expérience avec eux et qui à la fin de leur parcours puissent être intégrés directement en agence, en entreprise, etc. etc. Donc l'idée était vraiment partie de là. Et dans le temps également, il n'y avait pas vraiment une école qui formait purement dans le graphisme. Les gens confondaient même le graphisme à tout ce qui est imprimerie et autres. J'en ai entendu plein de mots sur ça. Même au début, quand les gens m'appelaient, on me confondait au graphisme. Tu expliquais de B à bas, je passais sur les chaînes radio de l'université et autres, à la télé également. J'étais consultant sur une émission à BB24, c'est une chaîne nationale, où je parlais que du graphisme, de l'importance que ça peut avoir au sein d'une société, juste en fait pour démocratiser et valoriser le métier. Donc, c'est de là l'idée vraiment est venue. J'ai accompagné avec beaucoup de la communication autour pour démocratiser réellement ça et nous en sommes aujourd'hui ici. D'accord, hyper intéressant. Dans tout ce que tu as dit, il y a ce côté impact qui revient le plus souvent. Moi, j'ai envie de te poser en fait la question. En gros, est-ce que depuis tout petit ou depuis que tu as commencé tes études, tu savais que tu allais finir comme ça ou le départ, ça a été quoi? Non, je ne savais pas. C'est normal que je ne savais pas. Moi, je suis du genre à juste ouvrir un livre vierge, remplir les pages en fait. On ne sait pas à quel numéro de page ça va terminer. Et quand j'étais tout petit, j'avoue, j'étais un enfant un peu... J'aime pas trop les règles. C'est dans des environnements où il y a des règles. Et j'aime connaître le sens afin de respecter les règles. Si je ne connais pas trop le centre, je remets tout en cause en fait. Donc j'étais vraiment un enfant qui n'était pas facile, excusez-moi, à encadrer. Donc je faisais beaucoup de choses. D'abord, j'ai brillamment échoué 2 fois la classe de 6e. J'ai été renvoyé de l'école. Ah ouais. J'ai commencé parce que c'était un public. Quand tu échoues 2 fois, on te renvoie. J'ai continué au privé, mais la première année, les parents, c'était 60 000 francs, mais les parents n'ont pas vraiment pu payer. À cause de la maladie, j'ai profité de la non-scolarité pour quitter encore l'école. J'ai fait 1 an à la maison. Wow. J'ai fait un peu l'école de la rue avant de reprendre en réalité l'école en classe de 4e. Donc, je n'étais pas vraiment un enfant tellement grifty, discipliné que ça. Mais j'avais certaines valeurs que mes parents m'ont inculquées, que je maîtrise jusqu'à présent. J'essaie toujours d'appliquer ça. Je suis très respectueux. Je respecte mes engagements par rapport à tout le monde. Mais j'aime pas trop les cocons. J'aime aller à la découverte en fait de l'inconnu. Découvrir l'inconnu. Ce que je peux regretter de ma vie, un jour, si je ne suis plus là, c'est des choses que je n'ai pas réussi à tester, à essayer ou à faire. C'est impressionnant. C'est impressionnant. J'adore en fait ce mindset. Je pense en fait que on a un petit peu ça en commun. Sortir de la zone, les cadres, je déteste ça. Donc, c'est tout à fait en fait normal par rapport à ça. Maintenant, si on revient au début, comment tu as commencé? Parce que là aujourd'hui, quand on prend en fait le JE, en fait, on se dit,
C'est un truc incroyable, c'est dingue. Enfin, moi je sais que tout petit ou même quand on était à l'université, on disait le système éducatif en Afrique c'est un peu bancal et tout. Est-ce qu'on peut apporter quelque chose d'assez intéressant? Mais on nous a toujours dit, mais en vrai, tu vas quitter d'où? Genre, personne te connaît. Comment tu peux venir en fait t'implanter, faire quelque chose en fait d'incroyable? Et j'ai envie que tu nous racontes, ça a commencé comment? Le début, ça a été quoi le premier pas? En fait, j'ai toujours eu ce truc-là en moi où je choisis toujours mes combats. Ce qui fait que je mords en fait. C'est-à-dire, quand je m'accroche, je m'accroche. Je ne m'accroche pas à des choses juste pour le fun, juste pour le plaisir, juste pour telle personne a dit ça. Non, quand je m'accroche, c'est que j'ai décidé de m'accrocher. Et je pense que c'est un point qui m'aide vraiment, 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 vraiment en tout. Quand j'ai eu l'idée en fait, d'abord, juste après un bac, j'ai fait 2 ans dans l'enseignement primaire. Mais ça ne m'avait jamais passé par la tête un jour de créer une école, de gérer une école, de me lancer dans l'enseignement, du tout pas. C'est pas vraiment le rêve. Pour moi, dans ce temps, après le bac, c'était de toucher un peu à tout, de tester les choses, parce qu'au moins, j'avais cette garantie, j'étais encore avec les parents, donc au moins, je mange à la maison, je dors à la maison, donc si on teste, ça ne marche pas, bon, on retourne à la maison, et puis on fait le deuil, et puis ça se passe le lendemain. Donc, j'ai fait 2 ans dans l'enseignement primaire, après, j'ai rejoint une agence où on faisait primairement de la vente, on recrutait des commerciaux, on les formait en vente, et c'est là, vraiment, j'ai appris le sens de la négociation de la vente. C'est vraiment là. J'ai appris à aimer, en fait, l'argent. C'est vraiment là, j'ai appris à créer de l'impact avec de l'argent en fait. J'ai eu vraiment cette fusion de moi-même avec le gain. Et là, on m'a vraiment appris aussi à gagner de l'argent à partir tout de rien. Apporter des solutions concrètes en partant du minima que nous avons autour de nous en fait. Là, on m'a vraiment enseigné cela au sein de cette entreprise et je remercie même le patron pour ça. Et après, j'ai quitté là parce que je voulais tester moi-même des choses, prendre des risques avec moi-même mes moyens, etc., etc. Premièrement, nous avons créé une école avec un ami, 2 amis du quartier. Ça n'a pas marché parce que nous sommes allés en association avec quelqu'un. Il était plus grand que nous, il était plus mature que nous. Donc après, il a repris tout le business. Nous, on ne voulait pas trop se mêler dedans. On lui a tout laissé, mais 1 an plus tard, il n'a pas pu continuer parce que, bon, nous, on était au cœur du système. En fait, on maîtrisait tous les parents qui venaient. Mais bizarrement, en cette année, j'ai fait une promesse à une dame où il lui disait non, on a juste fermé parce que, bon, on avait eu quelques soucis, mais on revient en force avec une autre école plus grande que ça. Mais moi, il a juste dit ça pour la calmer, en fait. Et 7 ans, 8 ans après, je me vois à la tête d'une grande école et je dis ouais, ça me suit en fait dans l'âme. Donc, comme je t'ai dit, j'ai quitté l'agence de vente. Là, on a commencé par essayer. Et ce qui m'a même poussé vraiment à me cultiver plus dans l'art graphique, c'était qu'on voulait créer des produits. En fait, on voulait changer un peu l'identité des produits locaux sur le marché. Et nous-mêmes, on allait faire en fait pour mieux commercialiser. C'est de là, je suis allé en fait pour peaufiner en fait mes compétences graphiques. Et c'est pas en fait pour aller enseigner à quelqu'un, c'est pour moi-même en fait. Devenir bon. Voilà le business en réalité. C'est purement pour ça. Mais après, j'ai vu en fait qu'on pouvait gagner de l'argent avec ça. Parce que moi, depuis le secondaire, le primaire, je faisais beaucoup de dessins, etc. C'était avec des amis et autres. Donc pour moi, c'était aller aiguiser mes arts pour mettre ça au service de mon entreprise avec mon ami en réalité. C'était ça en fait le point. Mais après, j'ai compris qu'en fait, c'était quelque chose que j'avais, que moi-même, j'ignorais vraiment le fond de la chose. C'est ça en fait qui m'a orienté en agence grâce au conseil de mentor à moi. Je suis allé en agence pour vraiment découvrir comment ça se passe réellement. Et là, ça m'a vraiment ouvert les yeux par rapport à ça. Donc, quand je finissais, c'était soit je continuais avec l'agence, soit je cherche ailleurs. Mais moi, je voulais créer de l'impact autour de moi. Donc, j'ai choisi, OK, pourquoi ne pas créer quand même un centre de formation pour aider tous les jeunes qui, eux aussi, sont créatifs comme moi, qui ne sont pas compris par la société, qui sont peut-être déscolarisés, qui n'ont pas pu avoir le bac comme moi, etc. Pourquoi ne pas créer un centre pour les accueillir, les former, les mettre en relation aussi avec les professionnels pour partager d'expérience et les mettre sur le marché de l'emploi. Là, je crée quelque chose vraiment qui a de l'impact, qui a de la valeur. Et c'est là, le 3 avril 2017, je quittais l'agence. La fin, j'ai vidé tous les dossiers, les projets sur lesquels je fonctionnais, j'ai laissé les 10 juillet et autres. Et le soir, là, je démarrais mon premier masterclass. Parce que 2 semaines en avance, j'ai fait des affiches, j'ai commencé par partager à ceux qui me connaissent un peu. Et dis-toi, je travaille avec beaucoup de professionnels qui ont vraiment de l'impact. Et cet afflux aussi a été vraiment un coup de pouce pour moi. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut jamais négliger les associations. Moi, la Jeune Chambre internationale a été vraiment un boost pour moi parce que j'étais dedans. Ça m'a permis d'organiser beaucoup d'ateliers dedans, de me faire connaître, de découvrir ce que je fais aux autres, etc. etc. Donc, c'est de là c'est parti. Avec des masterclass, on a commencé comme ça, jusqu'à être là aujourd'hui.
Tu as commencé par des masterclass en ligne? Non, pas en présentiel. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? C'était pas compliqué. On m'avait en fait appris à partir de toujours de rien. Tu vois, on m'a vraiment appris ça. Donc, quand il y a eu l'idée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ben, c'est simple. Écoute, j'ai besoin d'un bureau pour former les gens. J'ai besoin d'un vidéoprojecteur pour former les gens. J'ai besoin de communiquer. WhatsApp était là. OK. Donc, je communique dans ma base de données. Je discute avec les gens. Quand ils sont convaincus, OK, je négocie alors une salle. J'ai besoin d'un vidéoprojecteur. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je connaissais un aîné à moi au quartier. C'est pourquoi il faut toujours être crédible. La crédibilité, pour moi, c'est le meilleur capital. C'est pas l'argent, c'est le meilleur capital. Je suis allé le voir au bureau. J'ai dit, bon, écoute, grand frère, j'ai un projet. Mais ce qui nécessite un bureau, j'ai pas de bureau. Toi, tu as un bureau. Je sais qu'à part de 19h, tu n'utilises pas du tout ton bureau. Donc, tu me loues le bureau, 20 000 la semaine. Et chaque soir, 19h à 21h, moi, je tire le bureau. Et chaque fin de semaine, moi, je te paie. Le masterclass allait durer une semaine. Donc, ça me manquait la vidéo pour être. Donc, il a dit, OK, il ne paie rien. Il a accepté. Il dit, OK, il n'y a pas de souci. Il a même proposé qu'il me donne ça. J'ai dit non. Et moi, j'aime pas souvent que ça soit totalement gratuit ou pas. J'aime investir dans ça. Donc, j'ai dit non, que je vais payer. Il a dit, OK, il n'y a pas de souci. Qu'il ne paie rien. Il n'y a pas de souci. J'ai dit, OK, ça manque le vidéoprojecteur. Je suis allé voir un ami avec moi. On est dans une organisation ensemble. J'ai dit, écoute, toi, tu loues souvent vidéoprojecteur pour l'organisation. Donc, tu vas louer en ton nom, mais tu me passes ça. Moi, je n'ai pas l'argent. À la fin de la semaine, je te remets les 25 000. Il dit, OK, comme j'ai confiance en toi, il n'y a pas de souci. Ah ouais. Donc, il a loué ça en son nom. Il m'a donné ça. Bizarrement, le vidéoprojecteur a eu un problème. Mais après... Après, quand tu as ramené ça. Oui, quand j'ai ramené ça, après lui-même voulait utiliser ça. C'est pas moi. Mais bon, on a su gérer ça quand même. C'est impressionnant. Donc, c'est parti de rien. C'est de là que j'ai commencé. J'ai fait le premier, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. C'est ce que je sais que je donne, en fait. Donc, j'ai eu les gens. J'ai quand même pu satisfaire quand même la demande. Ils m'ont recommandé après, ainsi de suite, en fait. Donc là, tout ce que moi j'en tire en fait de ce que tu viens de raconter, c'est que faut pas attendre que tout soit parfait, faut pas attendre d'avoir des grandes choses avant de se lancer. Tu commences avec les moyens. Tout n'est jamais parfait, même jusqu'à présent, tout n'est pas parfait. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. Depuis le début, je reviens sur le fait que ce que tu as, c'est juste en fait incroyable. L'impact que tu as aujourd'hui, c'est inspirant. Moi, même avant de voir ton interview, j'avais déjà lu en fait ton histoire passée. Je t'ai dit que j'avais déjà fait des recherches sur toi, je pense en 2021, un truc comme ça. Donc j'avais déjà lu en fait ton histoire là-dessus. Et ce que je trouvais en fait que tu faisais qui était juste en fait incroyable. Maintenant, pour clarifier aux personnes qui nous suivent, aujourd'hui, tu as combien de centres? Aujourd'hui, nous avons le collège technique qui forme purement dans les métiers du numérique, du graphisme et de l'audiovisuel. Et à part le collège technique, nous avons le centre de formation. Nous avons 2 sites pour le centre, 2 sites également pour le collège technique. Et nous avons également un site pour l'université au Bénin. Wow. Uniquement au Bénin. Et quand il parle de site, c'est pas une pièce, les gars. C'est des trucs incroyables et tout. Maintenant, la question aussi que je vais te poser en fait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu un truc incroyable et que tu es en train de gérer l'expansion dans plusieurs pays. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? D'abord, comment tu as fait pour t'installer totalement en fait, au Bénin et comment tu as commencé à t'étendre, par exemple, au Mali, au Burkina Faso, je crois. On dit souvent, quand tu ne connais pas, c'est que tu ne connais pas. En termes, je parle souvent, je dis une chose que quand a dit le philosophe, en termes de créativité ou bien en termes d'innovation ou bien en termes de ce que tu veux atteindre, quand tu ne connais pas, en fait, tu ne connais pas. Ce n'est que, quand on dit cherche telle chose, ce n'est que la somme, en fait, de tes expériences, en fait, qui te donne une idée de ce que tu imagines dans ta tête, en fait. Donc, il faut souvent aller à la rencontre de l'inconnu. Découvrir l'inconnu, ça te fait gagner en expérience et après, ça te fait évoluer. C'est ça, en fait, pour aller à l'international, je manquais beaucoup de types de compétences, de points de vue sur beaucoup de choses. C'est ça qui m'a poussé à aller faire HC Paris en stratégie, en réalité. D'accord. J'ai vu ça sur ton LinkedIn. Donc, on fait tout pour une raison, en fait. Donc, ça m'a permis, en fait, d'apprendre beaucoup sur la stratégie d'entreprise. Quelle politique ou quel type d'outil choisir. En fait, il y avait tellement de notions quand même que j'ai apprises au sein de cette merveilleuse école qui m'ont permis quand même de réussir mon insertion, mon intégration dans d'autres régions. Et ce que j'ai gagné plus, c'est que chaque continent ou chaque pays, je vous l'ai dit, c'est totalement différent. La psychologie, quand tu viens dans une communauté, il faut comprendre
comment ça fonctionne. Et donc, tout dépend quand même de l'organisation structurelle de la société d'abord à la base et ce qu'il veut en termes de vision pour les 3 prochaines. Je peux décider d'aller à Lomé, m'installer à Lomé l'année prochaine, mais pas utiliser en fait la même structuration que j'ai utilisée pour le Mali ni pour le Burkina, etc., etc. Tout dépend de la grosse structuration qu'on a à l'interne. C'est des outils purement stratégiques qu'on a à l'interne. C'est en fonction de ça. On sait, OK, si je dois aborder tel pays, quel type d'enquête je fais pour savoir réellement si j'ai mon marché là. Et pour ne pas aller casser tout de suite la tête, avec qui peut-être s'associer dans ce pays-là pour mieux maîtriser, qui a de l'avantage sur le terrain, etc. Donc, c'est des choses qui sont hyper importantes. Comme je dis, quand tu ne connais pas ce que tu ne connais pas, mais tu peux aller chercher en réalité. Hyper important, en fait, ce que tu es en train de dire. Je rebondis directement en fait, là-dessus. Tu as dit tout à l'heure que vous allez aller faire des recherches dans les pays pour mieux comprendre en fait, s'il y a le besoin. J'ai envie de te poser la question, c'est le Bénin, il y a le Togo à côté. Pourquoi pas le Togo et tu es allé directement au Mali? C'est la question que tout le monde me pose. Je reçois ça chaque année. Même cette année, parce que je suis en partenariat avec l'Université nationale du Bénin, même un professeur qui est directeur d'une école dedans m'a posé cette même question cette année. Il m'a même donné des pistes par rapport à ça. Je ne sais pas. C'est vrai, je me base sur des analyses, mais avant d'aller au niveau des analyses, c'est peut-être des coups de cœur. L'intuition. Oui, c'est souvent l'intuition qui me pose ça. Ouais. Beaucoup me demandent ça. Beaucoup. Je vois. Donc, tu es parti en fait sur ton intuition. On dit souvent l'intuition, on s'entend pas souvent. Donc, quand j'allais au Mali, par exemple, pour la première fois, je prenais un avion dans ma vie. Ah ouais? Et j'ai même vidé mon compte bancaire pour aller au Mali. J'ai envie de savoir. Dis-nous tout. C'est un coup de tête, je vais aller juste découvrir le pays pour voir un peu comment ça se passe, aller toucher du doigt, voir comment. Sinon, je ne suis jamais allé au Mali. Jamais de ma vie. Donc, j'ai checké un ami sur Internet, comme toi et moi on s'est rencontrés, c'est tout ça. Et il a dit, bon, je descends chez toi, je vais faire tel type d'activité qui va durer une semaine. Comment tu peux m'accompagner, est-ce qu'on peut faire ça ensemble, etc. Il dit, il n'y a pas de souci. Donc, on a tout planifié depuis ici. Donc, on ne se connaissait pas, du tout pas. Wow. On se ne connaissait rien sur moi. Donc, du coup, j'ai pris mon billet le jour-là. Je l'ai rejoint à l'aéroport. Il disait qu'il n'en croyait pas, en fait. Tu n'avais pas peur, tu as pris tous les risques, tu as vidé tout ton compte bancaire. Bon, tu savais ce que tu allais faire, mais tu ne savais pas comment les choses devaient se passer là. Non, et tu débarques. Oui, je ne savais pas. C'est que quand tu te jettes dans le vide, tu as peur de mourir. Ça, et cette peur de mourir, en fait, l'instinct de survie. Voilà, l'instinct de survie. Et quand tu te bats avec l'instinct de survie, c'est totalement différent que tout était su pour toi, en fait. Ouais. C'est 100% d'accord. C'est ça qui m'a aidé. Ah ouais. Au début, tu as dit, quand tu as commencé, tu n'avais pas de salle, tu n'avais pas de local, rien du tout. C'est à partir de quel moment tu t'es dit, là, je peux me permettre de trouver en fait un local? Et tu as commencé? Je pense à peine un an après. J'ai vu que le besoin se faisait beaucoup plus sentir. Je me faisais solliciter un peu partout pour animer même des formations dans des bureaux personnels pour les gens. Je faisais ça dans le temps. Donc là, j'ai dit, il faut grandir en fait. Moi, j'aime pas les choses petites. Tout le monde me connaît pour ça. J'aime pas les choses petites. Quand je fais grand. Parce que j'aspire à la grandeur. J'ai un adage avec mes ouvriers souvent, parce que pour ceux qui travaillent pour moi sur d'autres pôles, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. C'est mon adage. C'est-à-dire, quand je suis là, je suis là. Je ne sais pas faire les choses à petit. Ça peut être un défaut ou une bonne chose, mais je ne sais pas faire les choses à petit. Quand je fais grand. Ouais. Je peux commencer petit. Mais je finis toujours grand. Oui, je pense que c'est dû au terme que tu as fait sortir depuis le début, l'impact. Tu veux impacter, donc quand tu veux impacter, tu veux aller à l'échelle et c'est tout à fait normal. Exactement. Donc, à peine un an après, on a pris des petits bureaux, on a commencé par s'essayer. Tu as commencé par la location des bureaux? Ouais. Et maintenant, c'est toi-même qui as commencé? Non, on est toujours dans la location. Ouais. Okay, l'immobilier n'est pas... En tout cas, il y a d'autres stratégies derrière pour ça. D'accord, ça marche. Qui nous poussent à rester dedans. Ok. Hyper intéressant. Du coup, si je devais dire aujourd'hui, depuis ton début pour se lancer jusqu'à le fait que tu as pris en fait tes locaux et tout, si tu devais faire ressortir 3 défis que tu as fait face durant cette phase-là, en gros, le lancement jusqu'à la phase où tu as eu tes locaux, ça serait quoi en fait les défis que tu as vraiment fait face? Le premier défi, moi ce que j'appelle ça défi, c'est vraiment de m'imposer en fait, d'imposer ce que je fais pour dire aux gens c'est de bonnes choses. Vous pouvez me faire confiance en fait. Parce que quand tu viens de nulle part, quand tu n'as pas d'histoire, quand on n'en est pas connu, c'est souvent compliqué qu'on t'accorde la confiance et qu'on essaie quand même de faire affaire avec toi. Donc j'ai vraiment eu ce challenge-là. Même moi, je prenais tout positivement. J'ai connu des gens qui ne croyaient pas du tout en moi.
On a raconté plein de choses. Mais moi, j'ai jamais pris ça au premier degré. C'est normal en fait. C'est normal, ouais. C'est le commun des mortels. C'est logique pour moi. Mais ça me servait de carburant en fait pour quand même te motiver. Prouver voilà, un jour que ce qu'on fait, on tient quelque chose de tenace. On va en faire vraiment quelque chose qui va impacter, quelque chose dont les gens auront besoin, quelque chose dont les gens vont courir en fait après parce qu'on serait vraiment incontournable. Aujourd'hui, j'ai des alumni un peu partout dans beaucoup d'entreprises et moi, c'est une fierté pour moi en fait. Logique. Mais au départ, c'était pas du tout ça. Deuxième défi, c'est en termes de management d'équipe. Et comme je l'ai dit, c'est tout ça qui m'a amené à faire HCC Paris pour connaître beaucoup de choses. Ça fait que également, je suis beaucoup de formations, de masterclass également. Chaque année, j'investis énormément dans ma formation personnelle pour savoir comment gérer vraiment une entreprise. Parce que une chose est d'avoir une société, mais une chose est de savoir vraiment comment gouverner, comment gérer en fait. C'est deux choses différentes. Quand des fois, les gens abordent des sujets d'entreprise ou d'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, on n'a pas souvent les mêmes types forcément d'opinion ou d'angle de vue. Parce que quelqu'un, peut-être, je dis n'importe quoi, qui a une société, mais qui n'est pas encore une société vraiment, qui fait face à des impôts, à des déclarations, à tout ce qui est autour. C'est pas les mêmes approches, on ne tient pas le même langage, on ne voit pas les choses de la même manière en réalité, tu vois. Ouais, donc, c'est totalement différent. Troisième défi qu'on a, à part le... Parce que chaque année, quand on grandit, il faut de nouvelles équipes, il faut former l'équipe, il faut gérer les gens. C'est parce que la ressource, à part la crédibilité que nous avons, je pense, en termes de... Pour tout entrepreneur, c'est la ressource humaine en réalité. Ouais. À part ça, en termes de troisième défi, c'est de toujours toucher d'autres points à l'international. Faire en sorte que d'autres partenaires internationaux nous font confiance chaque année, nous accordent du crédit pour que ça augmente notre notoriété, ça augmente plus l'impact que nous avons, etc. Intéressant. Je pense que ce sont des sujets que souvent on aborde vraiment très très peu, dans le sens où là, tu viens de dire un truc qui est hyper intéressant, c'est que quand tu commences, il y a des gens qui ne te font pas confiance, les gens qui se disent ok, ils ne croient pas en toi, et c'est un petit peu normal parce que c'est pas leur projet, ils ne peuvent pas voir la vision que tu as du projet. Les gens ils veulent que tout soit prêt pour se dire ouais, ça c'est cool, mais ils ne savent pas qu'il faut commencer par, tu vois. Donc si j'ai un message à vous faire passer par rapport à ce niveau, c'est hyper important d'avoir en fait une vision grande, mais apprendre à commencer de zéro. Et même quand les gens ne font pas confiance en ce que vous voulez faire, vous êtes la première personne, vous devez être votre propre ambassadeur, donc osez croire en vous et vous donner en fait les moyens d'y aller à fond. Et le deuxième élément que tu as dit, c'est le côté gestion et structuration, organisation interne en fait du business. Je pense que c'est une grosse problématique aujourd'hui en Afrique de manière globale. Je sais que j'ai eu à accompagner des entreprises par exemple au Maroc, et quand on les parle du process, des SOP et tout pour structurer donc la vision globale de la boîte et les process internes de la boîte pour faciliter par exemple le recrutement derrière, tu vois. Il y a des grosses structures, tu te dis ouais, tout est carré, mais si demain quelqu'un qui est là démissionne pour retrouver quelqu'un qui sera aussi performant que la personne, c'est des années de travail parce qu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas documenté, ils n'ont pas des playbooks disponibles pour faciliter cette transition. Donc ouais, je pense que peu de personnes en parlent. Souvent sur la toile, on dit ouais, le business c'est ça. En réalité, les amis, c'est galère. Tu vois, il y a beaucoup de travail et lui, il a dit, il faut toujours se former, se donner les moyens en fait d'aller chercher ce que tu connais pas, ce que tu le connais pas. Du coup, approche-toi, sois humble et apprends en fait des autres. Et d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire. Là, je t'écoute en fait de parler et j'ai appris en fait énormément. Tu as dit un truc que je trouve en fait très très intéressant tout à l'heure, c'est que tu dis tu te formes chaque année. Tu es parti, tu t'es formé en fait, tu es allé au niveau en fait de l'HEC. Comment tu as géré cette transition? Est-ce que c'était une formation en ligne ou c'était en présentiel? Comment tu as géré alors que l'entreprise tournait déjà? Comment tu as géré ça? Moi, je voyais beaucoup. J'adore les voyages. J'adore. Chaque année, depuis 3 ans ou 4 ans, je pense, je me suis donné le challenge de découvrir un nouveau pays par an. J'ai fait la Turquie, j'ai fait la Chine. En 2024, l'Afrique du Sud. Donc cette année, c'est un nouveau pays. Ah ouais, d'accord. Donc je vais beaucoup. En termes de ça, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je pense que ce que tu voulais demander, c'est comment j'arrive à gérer quand je suis pas là. Exact. Non, moi je fais confiance à mon équipe. Ouais. Et il y a des choses, on n'a pas besoin forcément de moi pour gérer. Moi, je suis quelqu'un, j'adopte une gestion en fait plus un peu libérale. Je fais confiance rapidement aux gens. Mais il y a une différence entre faire confiance et compter sur les gens. Je ne compte jamais sur personne. Okay. Mais je fais toujours confiance à tout le monde.
Parce que sans la confiance en quelqu'un, la personne ne pourra pas vraiment te montrer qu'il est la force qu'elle a réellement, en fait. Tu vois. Mais moi, en termes de structuration, quand même, on a atteint un niveau. Même sans ma présence sur certains points, ça va aller jusqu'au bout, en fait. On prend l'avantage de planifier beaucoup de choses et ça nous aide. Et c'est en ce sens que l'information aussi m'aide beaucoup à mieux restructurer, à mieux planifier, à mieux déléguer certaines choses, à mieux structurer les choses en termes de projet. Aujourd'hui, on passe plus à une approche de projet. Tout ce qu'on fait à l'interne, on constitue ça comme un projet et puis on gère. Ça permet en fait de savoir là où on est à chaque moment. On planifie tout là où on est à chaque moment, à chaque instant. Et ça envoie des signaux en tant que dirigeant pour dire écoute, tu dois t'approcher de telle équipe, fais B2B avec lui, discute one-to-one, voir ce qui ne passe pas. Et cette année également, je vais à fond dans ça où je fais beaucoup de séances tête à tête avec l'équipe, savoir ce qui ne va pas, débloquer les situations. Ça permet en fait de rendre un peu les gens autonomes et quitte à ce qu'ils gèrent beaucoup. Parce que quand tu aspires à grandir, si tu n'appliques pas ça, tu vas beau évoluer, mais tu risques de toujours revenir en arrière pour faire certaines choses. Intéressant. Tu as dit tout à l'heure en fait que tu as une approche libérale. Est-ce que c'est pas un petit peu dû à ta personnalité toi-même? Comme tu n'aimes pas les cadres? C'est normal, c'est logique. Parce que, tu sais, tu peux pas forcer quelqu'un à donner le meilleur de lui-même. Ça, c'est clair. Je peux faire semblant d'être avec toi, mais moi, j'aime pas le semblatage, comme Emmanuel le dit. J'aime pas du tout le semblatage. Et si t'es pas d'accord, Joe, t'es pas d'accord. C'est simple. C'est simple. Et moi, je ne prends pas les choses personnellement. Je le dis toujours à mon équipe, en fait. Moi, je ne prends pas les choses personnellement. Dans le cadre professionnel, on gère professionnellement. Mais ça rentre, on ne gère pas. Aujourd'hui, si je te vire parce que tu n'as pas respecté les clauses, ça ne veut pas dire que demain, on n'est pas amis. On est toujours amis, en fait. Moi, je ne vois pas les choses dans ce sens-là. C'est peut-être ça que tu as dit. C'est moi, en fait, j'essaie quand même de dupliquer mes valeurs. Et de faire, parce que je me retrouve mieux dans ce type d'environnement où quelqu'un qui travaille, en fait, à l'autonomie, à le sens de la responsabilité. Pour moi, si tu es dans mon équipe, tu as le sens de la responsabilité, on va toujours s'entendre. Tu vas tellement conduire des choses. Tu peux gérer des projets toi-même, même casser la tête, faire perdre d'argent. Moi, ça me dit pas forcément parce qu'on gagne en termes d'expérience. Mais c'est quand la personne n'a pas vraiment l'autonomie, le sens de la responsabilité, savoir que, OK, telle chose qu'on te confie, tu prends ça vraiment comme si c'est un projet qui dépend de ta vie. Exactement, pour réussir. Si la personne n'a pas ce sens, souvent, c'est compliqué. Ouais. Mais toujours, on a ces 3 niveaux de collaborateurs. Ah ouais. En fait, un truc hyper important par rapport à ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train d'expliquer, en fait, c'est sa culture d'entreprise. Souvent, on en parle, mais peu de personnes mettent les mots vraiment sur ça. Et ce qu'il est en train d'expliquer tout à l'heure, c'est ça, on appelle la culture d'entreprise. C'est ça qui drive toute l'équipe. Quand l'équipe arrive, le fondeur, il insuffle en fait simplement cette culture et tout le monde arrive à gérer. Pour les personnes, par exemple, qui vont arriver dans ta structure et qui sont trop carrés, ils ont besoin qu'on les dise quoi faire. Ils auront du mal à pouvoir évoluer dans ta structure. Tu vois? Et donc, c'est pour ça qu'on parle en fait de culture d'entreprise. Et tu as dit un truc hyper aussi intéressant tout à l'heure. Tu as parlé de moi, je voyage, tu voyages, mais il y a des projets et tout. Genre, il y a des projets qui peuvent tourner sans toi. Et quand on a besoin de toi, tu descends pour être là. Donc, on parle en fait ici de process de gestion simplement de projet. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est quelque chose qui te dérange, mais en gros, si on prend un exemple de projet que vous gérez aujourd'hui, tu ne vas pas donner le nom de projet, mais comment vous structurez ça de telle sorte que tu sais que la personne qui gère ou comment l'équipe est structurée jusqu'à ce que quand on aura besoin de toi, tu sois là pour pouvoir le gérer. Ok, d'abord pour moi, j'ai compris une chose dans mes formations, surtout avec le groupe HNC. Ce qui fait souvent qu'on a un rêve, on met en place les choses à atteindre et à la fin de l'année, on fait un bilan, ça n'atteint pas. C'est juste parce que personne n'est conscient en fait de la chose. Ouais. Et la meilleure manière d'y arriver, c'est de passer en mode projet où toi, en tant que dirigeant, tu passes en mode pilotage en fait. Tu pilotes tout. Tu vois, piloter tout n'est pas dit, tu fais toi-même, non, forcément, non. Mais tu as une vue globale en fait, tout ce qui se passe. Tu as en fait des signaux en fait, qui t'alarment tout le temps et tu discutes vraiment avec chacun pour pouvoir débloquer les situations. Par exemple, je te donne un simple projet. Ça peut être un projet de campagne de communication pour recrutement d'étudiants une année. On planifie ça en avance. On sait concrètement les grandes actions qu'on doit faire. Ça peut changer, tout peut changer. Exact. Mais on connaît déjà les grandes actions. On sait qui doit faire, qui, quand est-ce doit faire et quels sont les résultats sur lesquels on doit le mesurer en fait. Exact. Donc si on donne un délai d'une semaine, c'est pas encore fait parce qu'on fait des séances tout le temps. Mais je dois pas attendre la fin en fait
avant de dire ah ouais, on n'a pas atteint l'objectif. Mais toi, tu devais faire... Non, ça, c'est que tu es un mauvais dirigeant, excusez-moi. Il faut que tu aies des signaux par rapport à ça, à savoir clairement ce qui a été planifié. Fais le point chaque fois, tu as ton tableau de bord, tu essaies de recalculer, tu essaies de faire des séances même informelles. Moi, j'appelle ça souvent des séances informelles. Faites beaucoup de séances informelles avec les gens, comprendre là où il en est, ce qui te bloque. Parce que dans notre culture, les gens n'ont pas vraiment ça. Quand ils sont calés, ils ne demandent pas de l'aide. Et c'est après, un mois passe, tu dis, mais toi, tu en es où? Il dit, ouais, patron, j'avais tel souci. Il dit, mais depuis, mais t'as rien dit. Ça, c'est un coup de fil, tu règles ce problème, tu vois. Donc, c'est plus travailler avec les gens, renforcer leur confiance en eux pour qu'ils atteignent ce niveau, en fait. Pour savoir que, OK, quand j'ai un souci dans l'exécution, je dois signaler automatiquement le problème pour que mon dirigeant ou bien quelqu'un dans l'équipe qui a la solution puisse déverrouiller la situation pour que j'avance, en fait. C'est ça qui crée, en fait, après qu'on a plein de projets, qu'on a plein d'objectifs, mais jamais on arrive à atteindre des objectifs, en fait. OK, ça, donc, c'est un peu ce que moi, j'essaie de faire chaque jour. C'est hyper intéressant. Donc, derrière d'autres, peut-être qui ne comprennent pas, qui rentrent dans l'équipe, vont penser que le directeur fait du micro. Ils ont un micromanagement. Ils ont un bon français pour ça, mais c'est pas, pour moi, comme Edmond le dit, c'est pas du micromanagement, c'est du pilotage. Je dois contrôler. Parce qu'à la fin du mois, si on n'atteint pas les résultats, ça tombe sur moi. Ta responsabilité. Logique. Du coup, je dois surveiller pour savoir réellement si c'est bien fait ou pas. Et souvent, je fais quelque chose aussi souvent en rigolant en tant que pour mes collaborateurs qui sont plus matures. Moi, on ne répond jamais à la question. Quand je te dis est-ce que c'est fait, tu me dis juste oui, c'est fait. Non, je veux la preuve. Logique. Oui, c'est fait, je vois, montre-moi direct. Ouais, directement. Ouais, en fait, c'est... Si vous dites, moi, je descends dans ton bureau, je vois. C'est simple. Je ne suis pas fatigué pour ça. C'est ça, en fait. Non, donc, ça permet, en fait, d'atteindre les objectifs, de ne pas être surpris. Parce que la pire des choses qui peut arriver à un dirigeant, c'est d'être surpris. Et quand tu es surpris chez toi-même, ça, il y a un problème. Il y a un problème. Logique. Ouais. Tu as dit un truc là tout à l'heure, tu as parlé en fait de dashboard. Ouais. Je sais que c'est un truc que par exemple, on dit le dashboard de l'entrepreneur ou enfin le dashboard du dirigeant pour faciliter les prises de décision et tout. Donc aujourd'hui, tu as développé tout ce système-là qui te permet d'avoir une vision globale de tous les projets que tu gères en interne. Hyper intéressant. C'est un très bon message pour les dirigeants là. Il vous faut ça pour les prises de décision de manière globale. Tu sais, ce que tu es en train d'expliquer, il y a un truc que j'avais déjà eu en fait dans un programme avec un entrepreneur là qui a 6 entreprises qui font plusieurs millions aux États-Unis. J'avais pris son accompagnement et lui, il expliquait que dans la gestion d'un business, dans sa globalité, il y a 3 types de personnes. C'est-à-dire que d'abord, il y a le visionnaire, donc c'est le CEO et tout, donc il va rester, qui va dire bon, ok, vas-y, on a ces objectifs, on veut faire ça. Moi, je veux atteindre cet objectif. Ensuite, il y a en fait les managers. Donc, eux, ils vont venir, ils vont se dire, bon, ok, le CEO, il a dit, on doit atteindre cet objectif. Concrètement, cette vision que le CEO a, comment on le met, on le détaille en projet exactement, en plan d'action derrière. Et quand ils vont établir maintenant les plans d'action, là, le next step, ça sera l'exécution. Et c'est là qu'il y aura en fait les exécutants qui vont entrer dans le game et maintenant vont apprendre en fait à exécuter. Et donc, quand c'est assez structuré, il y a la vision qui est claire, il y a le plan d'action qui est clair et il y a en fait des exécutants qui sont très bons dans ce qu'ils font. Tu peux vraiment en fait dire ok, je voyage où tu n'es pas obligé en fait d'être dans les détails et tout. Tu sais que là, à partir du moment tu as tes process internes. Tu sais que quand il y a un projet, chaque semaine ou chaque 2 jours, tu fais un point, tu viens, tu vérifies, tu sais où ils en sont, tu valides ce qu'il y a à valider, ce qu'il n'y a pas à valider. Ça te permet vraiment d'être beaucoup plus serein. Et ça revient à ce que tu dis. Tu dis, ton équipe, tu les fais confiance parce que tu as un process qui les permet d'être efficaces dans leur gestion dans sa globalité. Mais écoute, ça fait très, très plaisir et tout. Et ici, je sais que aujourd'hui, ton entreprise, c'est énorme. Est-ce que tu as d'autres business? Non, je ne sais pas. Non, oui. J'essaie chaque année quand même de créer ce qu'on appelle relais économique, c'est-à-dire créer des choses autour quand même pour toujours faire bénéficier. Donc, cette année, par exemple, nous avons créé, je pense qu'il y avait 2, mais j'ai oublié un là. Parce qu'on mesure chaque année comment on gagne de l'argent en fait. D'accord. C'est hyper important. Logique. Savoir comment tu gagnes de l'argent, pour savoir ce que tu continues de faire, ce que tu continues pas, ce que tu améliores, ce que tu augmentes, etc. Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique dans tous les secteurs, le marché est hyper dynamique. Ça va t'échapper rapidement. Donc, si tu ne maîtrises pas la data, voilà, dans ce que tu fais, je ne vais même pas utiliser la data parce que les gens vont déjà croire qu'il faut être dans le numérique pour comprendre ça. Non, c'est faux.
Il faut comprendre juste, même si c'est du biscuit tu vends, il faut juste comprendre comment tu arrives à vendre. Vendre ces biscuits. C'est important, connaître les saisons, connaître le type de biscuit qui marche le plus et pourquoi il marche le plus. Et quelle est la marge que tu fais sur ce biscuit? Mais c'est important, tu vois. Donc, c'est des petites notions, en fait, que moi, pétrole, en fait. C'est mon pétrole. J'analyse ça tout le temps pour savoir quoi orienter, quoi couper, etc. etc. Je ne veux pas trop entrer en détail, mais dans 2024, nous avons pris une décision qui était hyper dure pour tout le monde. Mais c'est parce que quand les gens vont voir, vont nous observer autour, ils ne vont pas vraiment comprendre. Et je sais qu'ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire tout ce qu'ils veulent. Mais je leur donne rendez-vous dans 5 ans. Parce que tu as la vision et tu as la data. Parce que moi, je sais pourquoi. Tu as pris cette décision. Voilà, j'ai coupé certaines choses pour faire d'autres choses. Et c'est hyper important de maîtriser ce qu'on fait. C'est hyper important. C'est pas copiable. C'est hyper important. Tu peux copier, mais si tu comprends pas pourquoi la personne fait cette chose, tu copies. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ouais, c'est logique. Je pense qu'il y a un adage qui dit simplement que tout ce qu'on peut pas mesurer, on peut pas l'améliorer. Effectivement. Donc aujourd'hui, quel qu'en soit le type de business que tu as, la data, le dashboard. Quand je parle de data, bon, c'est juste le terme, hein, c'est pas un truc compliqué. Ça va exactement combien tu dépenses pour acheter, quand tu vends le plus, quel type de produit tu vends le plus. Et c'est hyper important aussi de connaître les marges des produits que tu vends. Parce que je sais que c'est à partir de là qu'on prend vraiment les décisions. Je sais que dans mon business, à un moment, j'ai coupé une offre qui me rapportait le plus de chiffre d'affaires. Mais niveau marge, c'était pas du tout rentable. Tu vois, c'est hyper important en fait de comprendre cela pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Du coup, tu penses aujourd'hui, M. Fermand, que tu peux redevenir pauvre? Pauvre dans quel sens? Pour moi, en termes de richesse, c'est l'expérience. L'expérience. Ce que je parcours chaque année. J'adore faire de nouvelles expériences. Et je ne pense pas que je peux encore redevenir pauvre de mes expériences. Ce que je connais, je connais. Ce que je ne connais pas, je ne connais pas. Et je vais toujours à la rencontre de ça. Donc, pour répondre directement, je ne pense pas, non. Parce que moi, je suis riche que de mes expériences. C'est mes expériences, en fait, qui me rapportent, en termes de conséquences, l'argent que je gagne. Et je réinvestis ce que je gagne pour pouvoir accroître mes impacts, mon business, etc. Donc, je ne pense pas que je peux encore devenir totalement en arrière. Il y a des acquis. Il y a des acquis qui sont là. Et du coup, en fait, aujourd'hui, comment toi, tu gères simplement le côté financier? C'est-à-dire que quelle est la partie ou le pourcentage que tu utilises pour réinvestir? Comment tu réinvestis concrètement? Si tu as une stratégie, bien évidemment. Oui. Bon, qu'est-ce que moi, je fais souvent quand je gagne de l'argent? Moi, j'aime beaucoup épargner. Ok. Tu vois, comme on le dit souvent, je ne suis pas riche, mais je suis un ancien pauvre. Ok, ouais. Ça me dit quelque chose. Donc, la même manière d'un riche voit, analyse, opine sur un billet de 10 000, c'est pas la même manière que j'opine. Logique. Tu vois, parce que j'ai connu certaines choses que forcément tout le monde n'a pas connu en fait. Tu vois? Donc, quand je gagne en fait, je sais la valeur de ce que j'ai gagné. Réellement en fait. Et je sais qu'il faut en prendre soin. Et qu'il ne faut pas aller dans tous les sens pour ça. Et que tout est possible en réalité. Et pour là, je vais te raconter une petite histoire qui a changé radicalement mon point de vue par rapport à l'argent. Oui. Totalement. Avant, je pense dans les années 2011-12, j'étais chargé de crédit pour une organisation. Donc, c'est une communauté. Ils avaient des microfinances qui apportaient de l'argent. Donc, la communauté prêtait en fait aux bonnes dames. Et puis, les bonnes dames remboursaient. Donc, nous, on était chargés en fait de recevoir les dossiers, d'analyser les dossiers, de rendre visite aux dames, analyser le business qu'ils font pour voir, ok, si la microfinance leur fait tel prêt, est-ce qu'ils sont à la capacité de... Donc, j'avais appris ça tout le temps. Donc, c'était ça que je faisais. Donc, on était un peu incontournable du système parce que tout le monde voulait nous mettre dans sa poche pour avoir des prêts, en fait. Mais bon, nous, on n'était pas trop achetables. On a toujours nos valeurs. Là, un beau jour, je suis avec mon ami, on avait loué ensemble, quand un papa du quartier est venu chez nous à 6 h du matin. Et quand il est venu avec le premier autorité du quartier, le délégué. Ah ouais. C'est-à-dire, le papa dont je parle, je le connais dans le quartier. Je suis ami avec ses enfants. Ses enfants, on a pratiquement le même âge. Mais imagine, ce vieux est venu toquer à notre porte à 6 h. On l'a ouvert, il est rentré. Il a dit qu'il a un souci. On était même dans le pagne. On s'est réveillé. Et il s'est mis à genoux pour nous supplier qu'il avait besoin de 20 000 francs pour pouvoir payer la scolarité de ses enfants. Wow. Ça m'a traumatisé. Waouh. Et qu'il a fait la demande, mais la présidente n'acceptait pas. Donc, comme nous, on est des pignons du système, on peut l'aider à avoir ça. Je te jure, ça m'a traumatisé. Il dit, ouais, un parent que j'appelle papa, que je vois dans le quartier, que j'ose pas, en fait, manquer de respect, s'agenouiller devant moi, à cause de 20 000. Ah et ouais. j'ai compris, en fait, que peut-être je suis très jeune pour comprendre certaines choses.
et qu'il faut se préparer quand on gagne de l'argent pour que demain, toi-même, tu ne te mets pas à genoux comme ça. C'est facile. C'est vite venu en réalité. Du coup, ça m'a traumatisé depuis en fait. Et j'ai cultivé dès lors la notion de l'épargne. Waouh, c'est normal, c'est violent ça. Parce que sans argent, l'humain est capable du pire qu'il ne s'imagine pas. Waouh. Parce que, comme le dit ma belle-mère, l'argent c'est comme le sang qui circule. Quand ça manque, le sang coagule. Ah oui. J'adore. C'est ça en réalité. Donc du coup, pour que ton sang ne se coagule pas, tu es obligé des fois de faire l'imaginable pour gagner en fait. Donc quand Dieu fait la faveur et ton business marche, tu gagnes un peu, faut en prendre soin. Sinon, quand la saison sèche viendra, ça serait compliqué. Donc du coup, moi, ça m'a traumatisé dès lors. J'apprends beaucoup sur la finance. Je me suis fait beaucoup d'amis également cette année dans le domaine de la finance. On fait des networks. Je prends beaucoup de conseils auprès d'eux pour mieux gérer. Avant, j'épargnais en fait, mais je ne savais pas en fait investir. Investir, logique. Parce qu'il y a une différence entre épargne. Quand on était enfant, peut-être on nous apprenait à épargner, mais dans les vacances, on prenait pour aller acheter pantalon jeans. Ça s'arrêtait là. On nous avait appris à épargner et bouffer. Ouais, épargner et bouffer. Ça servait à rien en réalité. Donc, bon, ça servait à devenir riche le jour en fait. C'est-à-dire, tu épargnes le jour, tu casses. Tu as beaucoup d'argent, tu dépenses. Du coup, j'ai appris quand même au cours de quelques années en arrière comment en fait investir et plus. Et cette année, je peux dire, moi, je fais beaucoup plus confiance aujourd'hui à la bourse en fait. À la bourse. C'est un thème même, je ne parle jamais de ça. Je pense que c'est la première fois que j'en parle même ouvertement. Ah, on a la chance. Donc, tu vois, parce que des fois, il ne faut pas avoir de l'argent, même si ce n'est pas beaucoup, que ça dorme directement sur des comptes banques, épargne ou des comptes banques courants. C'est totalement une pète. Et j'ai vécu ça en fait. Et c'est après que j'ai compris comment ça marche réellement. Quand tu veux avoir l'état d'esprit d'un investisseur, il y a des choses, il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire en fait. Même ton argent, 4 heures quelque part, ça peut tu peux avoir quelque beaucoup, chose, en fait. Exactement. Logique. Voilà. En plus, quand c'est couché, ça fait rien, ça perd de la valeur. Exactement. Ça perd de la valeur, du coup, logique en fait. C'est des choses que je ne comprenais pas avant, il y a 4 ans, 3 ans. Mais chaque année, oui. 2023, 2024, j'ai beaucoup appris. J'étais focus beaucoup sur la finance d'entreprise et la gestion. Donc chaque année, j'essaie de choisir les pôles dans lesquels je ne suis pas fort. Et je gagne des formations adaptées à ma pédagogie pour ça, me former, me ressourcer. Faire des amis en fait dans ce secteur-là pour mieux apprendre. Parce qu'on apprend que les experts qui sont dedans en fait. Hyper intéressant. C'est pour ça que je suis là, avec les gens qui sont déjà dedans, pour apprendre en fait de vous. Je pense que ce que tu es en train de dire, c'est hyper important sur le côté en fait finance personnelle. On m'a dit toujours quelque chose. On dit que nous en Afrique, les gens parfois ils savent faire de l'argent, mais ne savent pas gérer l'argent qu'ils gagnent. Et c'est ça en fait le gros souci. On fait de l'argent, on est là, on dit ok, on est bien dans le quartier, on vient nous contacter, on dit ça, on dilapide de l'argent sans penser à la structuration, genre de combien, quel est le pourcentage que je peux me permettre de faire le prêt, qui je dois donner. Parfois tu as l'argent, oui. Les gens savent que tu as l'argent, mais tu dois avoir le budget, par exemple, que tu peux prêter, tu peux dépenser. Tu n'as pas de plan, en fait. Exactement. Donc, il est hyper important d'avoir ce type de plan. Et un truc que tu as dit tout à l'heure, c'est par rapport simplement à l'entreprise, donc à la gestion. Toi, à ton niveau, c'est clair, mais plein de personnes pensent que quand ils lancent leur petit business, ils pensent que l'argent qu'ils gagnent avec l'entreprise, c'est leur argent. Non. Est-ce que c'était un truc que tu avais au départ, ou en fait, comment tu as géré ça, cette transition pour comprendre que je fais la part entre l'argent de mon entreprise et mon argent personnel? Moi, j'ai compris ça depuis le départ. Parce que moi, j'aspire toujours à grandir plus. Logique. Tu vois? Et quand j'aspire à grandir, moi, je ne le dis pas à la bouche, comme je le dis. Moi, je ne dis pas à la bouche, je sais ce que je dis, en fait. Donc, je sais qu'il y a des sacrifices, en fait, qu'il faut faire pour vraiment en arriver. Moi, je ne suis pas riche. Peut-être mon entreprise a l'air un peu riche, mais moi-même, je ne suis pas riche. Moi-même, je n'ai pas encore l'argent. C'est peut-être le jour où je vais vendre l'entreprise que j'aurai l'argent. Ok. Il n'est pas riche, mais l'entreprise est riche. Et c'est hyper important ce que tu dis. Totalement d'accord. Là-dessus, tu dis tu réinvestis au niveau en fait de l'entreprise. Tu dis tu réinvestis en fait dans la bourse pour faire tourner en fait ton argent parce que tu penses que c'est pas une bonne idée de garder, ça perd de la valeur, bien évidemment. Est-ce que tu investis aussi dans certains domaines au Bénin, au niveau en fait physique, tu as d'autres activités en parallèle? Non, j'ai pas vraiment d'autres activités. Focus. Parce que j'ai un plan. Tu sais où tu vas. Je sais où je vais. Du coup, il te faut ton attention pour atteindre cet objectif. Pour un certain nombre d'années avant de vouloir. Oui, parce que j'ai compris qu'en tant que jeune dynamique, quand tu as le dynamisme dans toi, tu es tenté par beaucoup de choses. Mais là,
tu risques rapidement de d'éparpiller de peu d'argent que tu as au lieu de concentrer ça pour faire grandir et après créer juste des relais autour. Donc, moi, j'ai pris la décision de rester focus. J'aime mon plan qui est vraiment clair dans ma tête, rester focus sur le nombre d'années. Atteindre mes objectifs, c'est pas forcément en année, en fait. Atteindre mes objectifs avant. Voilà. Exactement. Est-ce que c'est pas risqué de tout mettre tes œufs dans un panier? Moi, je vois pas le risque dans ce sens. Ok. Parce que le plus grand capital qu'il y a, c'est moi. Ouais. C'est mon expérience, c'est ce que je gagne. C'est ce que je gagne en termes d'expérience et c'est mon équipe en réalité. Ouais. Tu vois un peu. Donc, pour moi, mon fort capital que je peux dire aujourd'hui, moi, c'est purement ça. Donc, mettre mes compétences vraiment, totalement au sein d'un domaine, est-ce que c'est risqué pour moi? Je ne pense pas. Okay. C'est différent de j'ai beaucoup d'argent et je le mets tout de suite dans un seul business. Pour moi, c'est deux choses différentes. Ok, ton capital aujourd'hui, c'est plus en fait les systèmes, ta compétence. Exactement. Et en fait, genre, ton talent, les talents qui sont en fait disponibles. Exactement. J'ai des niveaux auxquels je me suis obligé avec l'équipe à atteindre avant de faire certaines choses. Mais ça n'empêche pas qu'on crée des relais autour. Cette année, en 2024, nous avons créé une auto-école qui fonctionne très bien aujourd'hui. Tu vois, donc on a analysé un peu le marché, on a analysé le secteur, on a vu ce qu'on pouvait apporter. De plus. On a vu qu'on a beaucoup de jeunes autour de nous. Donc les jeunes n'ont pas de permis, donc on crée ce produit-là à côté. Il y a une différence entre ces papiers en fait en créant beaucoup d'entreprises et créer des produits autour de ta communauté qui sont complémentaires, voilà, j'ai envie de dire des upsells en fait. Ça te fait grandir plus, mais en restant toujours concentré, focus sur ce que tu as à faire. Parce que l'auto-école, c'est le secteur de l'enseignement. Je suis dans l'enseignement. La chose dans laquelle je peux mieux parler aujourd'hui plus que tout, c'est l'enseignement. C'est le système, c'est la pédagogie, c'est tout ce qui est autour, c'est comment gérer un centre. Et parallèlement, j'accompagne des centres également pour le développement. J'ai 2 contrats cette année pour accompagner des centres dans le développement, etc. Ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, si on essaie de voir un petit peu pour recapituler en fait tes compétences là, d'abord tu t'es formé pour devenir en fait des graphistes. Tu te dis bon, ok, je me suis formé, ça c'est hyper intéressant. Je commence à gagner de l'argent avec ça. Comment je fais pour aider les gens autour de moi qui pourront gagner plus d'argent? Donc tu lances en fait la formation pour apprendre des personnes à avoir ta compétence. Ces personnes aujourd'hui, ils commencent à gagner de la compétence. Tu te dis bon, ok, en faisant ça, tu as gagné de l'expérience en montant une grande école. Et cette expérience maintenant, tu commences déjà à monétiser cette. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que dans ton parcours, on voit juste chaque étape, tu te confrontes directement à la dure réalité du terrain, tu apprends et ensuite derrière, tu monétises. Donc depuis le début, quand le monsieur Ferman nous disait son plus grand levier, c'est lui, son expérience, en vrai c'était dans ce sens parce qu'en vrai, il a toujours monétisé l'expérience qu'il développe avec le temps. Tu as dit un truc là tout à l'heure, tu disais ton rapport avec l'argent a été bouleversé avec l'histoire de ce vieux. Je vais te poser une question très personnelle. Est-ce que tu as peur de redescendre où tu as commencé? Jamais. T'as pas peur? Jamais. T'as pas peur de ne plus rien avoir? Jamais. Pourquoi? Je peux recommencer. Ah ouais. Ce qui fait de l'argent, c'est moi. Donc, aujourd'hui, tu es sûr à 100%. On t'enlève tout. Demain, tu retraites ton argent. Je vends, je bloque l'argent quelque part. Je vais reprendre dans un autre secteur. Je peux même choisir un autre secteur dans lequel je ne connaissais rien. Et je me donne des types et je repartis. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu es en train de dire. Maintenant, ce qu'on va faire simplement, disons, toi, il y a 15 ans, d'accord? Un jeune dont toi, tu vas donner maintenant en fait un conseil pratique à toi qui a 15 ans en arrière, ou enfin disons toi, où on t'a tout enlevé et que tu dois recommencer de zéro et il faut que tu gagnes en fait du cash flow pour pouvoir faire monter en fait ton business avec la vision grandiose. Tu as des visions énormes. Comment tu vas procéder exactement? Aller vers ceux qui ont déjà fait ce que je veux faire, qui ont marché, ça a marché pour eux. D'accord? Ça, c'est la première étape. C'est la première des choses. Il ne faut pas être bête. Il ne faut pas perdre le temps. Tu vas chez les personnes qui ont déjà fait ce que tu as fait. Et là où je veux aller, je discute avec eux. Eux, ils sont déjà loin dedans. J'essaie de négocier avec eux. J'apprends à leur côté. Si possible, je négocie pour avoir de l'accompagnement. Je vois ce qu'ils font au quotidien. Ça me permet, de ne pas perdre le temps, d'aller très vite, très vite. Même s'il faut déposer beaucoup d'argent pour apprendre, ça permet d'aller hyper vite. Et ça permet de garantir quand même un niveau de succès. Si toi-même, au départ, tu as l'état d'esprit qu'il faut. Mais la question que les gens vont se demander, mais si je suis personne, toi il y a 15 ans, tu n'avais pas de réseau. Comment tu fais pour trouver ces personnes? Comme le dit un de mes amis avocats, il faut toujours apprendre à négocier. Toujours négocier. Quand tu n'as pas les moyens de venir vers Honoré, va vers Honoré, discute avec Honoré. Si Honoré refuse, va vers encore un autre Honoré, discute avec lui. S'il refuse, va encore vers une autre personne, discute avec lui. Quelqu'un finira forcément pas de tendre la main. Autant de fois, ça ne marche pas, il faut essayer.
Ouais. On dit souvent, quand tu commences en fait comme un bourrin. Exactement. Tu vas à fond, voilà. tu testes, tu cognes toutes les portes Exactement. possibles et il y aura un Voilà. qui aura pitié de Parce toi. qu'il y et a va ouvrir. quelqu'un forcément sur lequel tu vas tomber. Il y aura une connexion. Voilà, il y aura une connexion. Ça, c'est des choses, je ne sais pas comment expliquer. La connexion va rapidement passer. Super. Moi, des fois, il y a des gens qui m'appellent pour que je les accompagne. Mais dans certaines fréquences, si j'ai des projets sur lesquels je dois vraiment travailler sur la structuration, j'aime pas m'engager sur des fonds. Et je refuse même s'ils viennent avec l'argent. Mais il y a d'autres, j'accepte gratuitement de les accompagner. Parce qu'il y a le feeling. Intéressant. Et du coup, si dans la première étape, tu vas rencontrer ces personnes et tu apprends d'eux, ça serait quoi on fait le next step? Le next step, c'est de passer à l'action rapidement. Ok. Parce qu'on ne peut que atteindre le niveau qu'on conçoit dans sa tête soi. Et ça vient en fonction des expériences. Tu prends des petits morceaux de toutes tes expériences, en fait, et c'est ça ta visualisation, en fait. Exactement. C'est ça, tu peux te vois. Quand on te projeter. dit d'analyser, de dire, OK, dis-moi l'image que tu as d'un démon dans ta tête, tu n'as jamais vu un démon. Donc, tu ne fais que cumuler, en fait, petites choses de tout ce qui te fait peur. En termes d'image dans la société, c'est tout, tu fais une synthèse de ça et tu dis, voilà, c'est le démon. Tu vois. Donc, c'est parce que tu as ces petits tips là dans ta tête, en fait. Donc, du coup, c'est de passer rapidement à l'action pour tester. C'est vrai, tu es allé à l'école du grand, on t'a conseillé sur ça, tu as vu comment ça marche. Passe à l'action. Et si ça ne marche pas, repasse encore à l'action. Et Tu ça testes, marchera. tu testes, voilà, ça marchera. Mais tu peux écouter beau les autres. Tant que tu ne passes pas à l'action, tu n'auras rien. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et souvent, les gens confondent un conseil entre quelqu'un qui va faire à ma place. Les gens viennent vers toi pour dire, bon, je vais faire tel conseil, moi, tu leur donnes les orientations directes, mais ils veulent que tu les accompagnes dans l'action. Je dis, non, mais moi-même, j'ai des choses que je fais au quotidien. Je ne peux pas exécuter à ta place. Moi, je te donne juste des orientations. D'ailleurs, les orientations que je te donne, je ne te contrains pas à les faire. Tu choisis toi et tu les fais, c'est tout. C'est comme ça la vie fonctionne. Et là, tu vois que c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas l'état d'esprit vraiment de réussir. Il y a des gens, c'est pas pour te tourner autour du pot. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Ça, c'est clair. Donc, quand tu discutes avec eux, tu sais automatiquement le niveau, le degré où lui ne pourra jamais dépasser, en fait. Parce que déjà, son état d'esprit, en fait, n'est pas assez élevé pour qu'il atteigne certains niveaux. Mais souvent, les gens ont peur d'attendre la vérité. Mais on sait. On sait tout au fond. Le pire, c'est qu'eux-mêmes, parfois, ils le savent. Ils savent qu'ils ne peuvent pas, en fait, arriver où ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde rêve de devenir une grande personnalité, tout le monde rêve de faire des grandes choses. Mais la question est combien de personnes osent passer à l'action, commencer en fait de un. Je pense que le problème fondamental, c'est que chaque jeune doit apprendre à se connaître. Se connaître, ça te permet de savoir tes forces et tes faiblesses et d'accepter tes forces et tes faiblesses et de se concentrer sur tes forces et non sur tes faiblesses. Mais ce que les gens font souvent, c'est de laisser à côté ses forces et de se concentrer maintenant à gérer les faiblesses. Tu n'as pas les moyens, tu veux gérer quelles faiblesses, Joe? Concentre-toi sur tes forces, gère tes forces, fais de tes forces vraiment un levier, gagne avec ça et grandis avec ça. Parce que les faiblesses, tu auras toujours. Mais à force de te concentrer sur les faiblesses, tu perds la confiance en toi. Tu crois que tu es inutile à la société. Et tu dégrades en fait au sein de toi, à ton intérieur, tu te dégrades et tu meurs à l'intérieur de toi. Du coup, tu vois des gens, ils sont brillants d'idées, mais ils n'arrivent jamais à rien faire en fait. Parce qu'ils ont perdu totalement la confiance. J'ai un ami qui dit souvent, quand tu commences un business, tu ne commences pas à gagner de l'argent, tu ne commences pas à perdre la confiance en toi. Attends, quand tu commences à gagner de l'argent, tu commences à perdre la confiance? Non. Il dit souvent une chose quand on discute souvent. Quand tu commences un business, quand tu ne commences pas par toucher de l'argent, ta confiance en toi commence à chuter. Ouais, parce que c'est logique, quoi. À un moment donné, tu te dis, bon, vas-y, ça marche. Est-ce que c'est pas moi le problème? Tu commences à te poser 10 000 questions. Exactement. Ok. Donc là, tu as dit que si quelqu'un veut partir de zéro, si un jeune que tu regardes veut partir de zéro, la première étape à faire, c'est d'aller rencontrer des personnes. Donc, d'abord, apprendre à savoir qui tu es et ce que tu veux faire. Hyper important. Exactement. Ensuite, tu sais ce que tu veux faire, tu vois la personne qui a déjà réussi autour de toi. Donc, tu vas te rapprocher de la personne pour apprendre de la personne. Oui. Ça peut être sur Internet. Le plus important, c'est d'aller chercher ces personnes. Et ensuite, derrière, passer à l'action le plus rapidement possible. Avec ton expérience, je sais que tu es toujours en fait dans le domaine éducatif. Avec ton expérience et tout, si quelqu'un veut partir en fait de zéro, toi aujourd'hui, quels sont les domaines tu vas dire que c'est à fort potentiel pour les années à venir? Je sais que tu es visionnaire, donc tu as sûrement des trucs aujourd'hui en Afrique, au Bénin, que tu te dis, si quelqu'un entre dans le système maintenant, dans 5 ans, il serait très loin. Ça peut te choquer ma réponse. Dis-moi. Mais je ne choisirai pas les métiers numériques. Explique. Tu sais, souvent, quand tu es malin dans un village, je vais prendre un exemple, dans un village, en fait, c'est des choses qu'on vit tout le temps, mais on ne sait jamais de s'asseoir pour analyser. Quand tout le monde au village court vers l'or,
dans une même direction. L'or n'est pas vraiment dans cette direction. Ou il y a de l'or dans cette direction, mais ça ne pourra pas suffire à tout le monde. La quantité. Ou la quantité que je veux avant d'amasser vraiment, je vais débourser plein d'énergie. Je préfère peut-être aller chercher le petit frère de l'or. Ou je serai le roi là-bas. Toujours voir à l'extérieur de la boxe. Et pour en venir après à ta question, j'ai un ami, il dit quoi? Je préfère être millionnaire au Bénin en CFA que d'aller chercher à aller réussir en Europe. Parce qu'avant de devenir millionnaire en Europe, l'énergie que tu auras dépensée, c'est hyper loin de si tu étais au Bénin. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et ça c'est un point en fait très intéressant. Mais beaucoup ne voient pas ça. Ouais, parce que tout le monde veut aller en Occident. Ok, même les gens, même en fait de l'Occident, en réalité, eux, ils viennent ici et nous, on est focus sur le côté, on veut aller là-bas parce que c'est le seul moyen. Exactement, en fait. Aujourd'hui, il y a des métiers qui sont des métiers de main. Ouais. En fait, quand je prends les volets comme la plomberie, comme la mécanique, imagine, je te donne une simple exemple. Quand tu as une voiture aujourd'hui neuve, aujourd'hui là, pour réparer ça, tu es contraint obligatoirement d'aller vers les concessionnaires. Si le concessionnaire dit, je dis n'importe quoi, tu as une panne urgente au week-end, le concessionnaire n'ouvre pas les week-ends, hein, tu ne verras aucun garage. Ouais, ça c'est clair. Tu vois? Donc, on est vraiment dans un manque où il y a une seule personne, en fait, une entreprise, où à peine des fois, ils donnent des agréments aux autres, mais c'est insignifiant, qui ne consomme que ce produit-là. Du coup, tout le monde a de voitures, tout le monde a de moto. On investit chaque année dans ça. Mais il n'y a que des concessionnaires. C'est juste un exemple, je te donne. Ou quelques-uns, ils sont très infinis, qui ont des grands garages à renommée internationale qui peuvent traiter ces gens de voitures. Il y a un gros marché, en fait. Du coup, les autres, ils te font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont les rois du marché. Personne ne s'intéresse, en fait. C'est difficile aujourd'hui, quand tu es jeune ou bien un parent, de dire, OK, mon enfant va faire la mécanique aujourd'hui. Compliqué. 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 Tu vas dire, non, c'est le numérique qui marche aujourd'hui, tout ça. Tu consommes tout le temps. On consomme tout le temps. Je ne dis pas que le numérique ne marche pas. Ça consomme énormément. C'est ça qui facilite même le taux de cession que nous avons. Nous avons même des demandes sur le marché en termes d'employabilité que nous n'arrivons même pas à satisfaire. Chaque année, chaque jour, nous recevons beaucoup de demandes de recrutement, mais nous n'avons pas beaucoup de disponibilité des étudiants à placer souvent. Mais ce que je dis, c'est quoi? C'est de ne pas forcément rester focus sur les métiers du numérique, forcément. Misez toujours sur ce que vous savez faire. Voilà, si vous êtes manuel, allez sur le côté manuel. Moi, je pense en fait que ce que tu viens de dire, récemment, j'ai fait une vidéo où j'expliquais, je disais simplement en fait dans la vidéo que aujourd'hui, par exemple, là, si on prend ce studio, pour le faire, il y a eu la déco, la peinture, même ces bois-là et tout. Mais la question, qui a fait ça. Voilà. Donc, il y a des domaines comme ça, tu te dis, mais si on a une structure ou simplement on a, c'est pas moi, une application, une solution digitale qui permet de mettre en contact les personnes qui sont à la recherche de ce type de talent et les gens qui ont besoin de la solution le plus rapidement possible. C'est comme tu as dit, le week-end, il y a un truc qui se passe. Là, tu te dis, mais en vrai, je contacte quelqu'un, la personne est là, elle gère en fait mon problème. C'est ça, en fait. Tu vois, je tiens à le rappeler, comme il a dit, le digital, il y a toujours un potentiel élevé. Et un truc que j'aime toujours dire, le digital, il est là pour accélérer un truc qui se passe déjà. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, notre objectif, c'est de résoudre d'abord le problème. Voilà. Donc, un problème que tu vis tous les jours, un problème que les personnes autour de toi vivent, tu essaies d'apporter une solution. Et à partir de ce moment, tu sais que ta solution, elle fonctionne, tu essaies maintenant en fait, de l'étendre à l'échelle et tu vas utiliser maintenant le numérique pour aller chercher le maximum en fait, de résultats, chercher à toucher plus de personnes dans sa globalité. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu penses que si quelqu'un, aujourd'hui, dans sa tête, il se dit, moi, j'ai envie de créer une école pour révolutionner le domaine de l'éducation, comme le fait en fait M. Firmin, et la personne est toujours étudiante ou que la personne travaille aujourd'hui dans une entreprise, elle veut se reconvertir et tout, quel est le parcours que la personne doit suivre exactement? C'est-à-dire que niveau orientation scolaire, des choses comme ça. Le simple conseil primo que moi, je vais lui donner, c'est d'abord de partir des compétences qu'il a. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché éducatif devient hyper exigeant. Et c'est ça qui fait que la majeure partie des écoles purement africaines ont du mal vraiment à s'en sortir des fois. C'est d'allier vraiment l'éducation, le volet académique en fait à l'apprentissage. Et c'est ce que à l'EG nous tenons à faire, nous faisons tout le temps. Et c'est compliqué en fait. Parce qu'au niveau de chaque pôle d'enseignement, il faut des experts, il faut des professionnels vraiment avec le métier en fait. Tu vois? Sinon, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut ouvrir tout ce qu'on veut. Mais tu n'auras pas le résultat vraiment que tu
tu veux pas, tu n'auras pas. Tu auras juste encore à créer un autre problème de sous-emploi en réalité, quoi. Ouais. Et c'est ce qui se passe souvent. Donc, tu vois, le conseil juste de démarrer en fait avec la compétence clé qu'il a. C'est hyper important. Ouais. Et d'apprendre la pédagogie après, qui est un autre domaine. Ouais. Parce que tu peux être expert dans telle chose, tu peux ne pas avoir la pédagogie d'enseigner ce que tu connais. Et s'adapter réellement à ce que tu enseignes, c'est autre chose. Parce que la génération d'aujourd'hui, Z n'est pas la génération de nous autres. Exactement, totalement d'accord. Ouais. Mais en vrai, ton business model, en gros, aujourd'hui, pour expliquer, en fait, en gros, aujourd'hui, les professeurs dans votre école, ce sont des professionnels. La majeure partie. On a des professionnels, on a d'autres qui ne sont pas professionnels, qui sont académiques. Okay. Parce qu'il faut de la recherche aussi. Tu as dit qu'aujourd'hui, au niveau de l'insertion, vous êtes à presque 100%. Du coup. En gros, c'est quoi le secret? Le secret, c'est sans doute la qualité de ce que nous faisons. Parce que si les entreprises, je te dis, même aujourd'hui, j'ai eu des entreprises qui m'ont écrit plein. Il y a d'autres, j'ai pas répondu, mais il y a d'autres, j'ai pas encore répondu. Tu vois, et je suis pas sûr de leur trouver le profil qu'ils veulent. Okay. Parce qu'on n'a pas de disponibilité. Est-ce que vous fonctionnez en mode comme Iconoclast? En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en partenariat avec pas mal d'entreprises. Ce qui se passe, c'est que les entreprises payent comme si c'était l'alternance. Les personnes forment, les personnes sont formées, et quand elles sont formées, en gros, on les installe directement dans l'entreprise. Non, on ne fait pas ce format-là. Vous n'êtes pas sur ce format? Non. Okay. Parce que ce format est un peu délicat parce que la formation, c'est un travail sur l'humain. Ouais. Tu n'as rien pour acquis, en fait. Donc, qu'est-ce qui te prouve réellement? Et sous nos cieux, les gens ne comprennent même pas ce qu'on appelle un contrat même avant de signer. Donc, sous nos cieux, qu'est-ce qui garantit à l'entreprise? Si tu dis, OK, telle entreprise, on a la capacité de le faire, telle entreprise finance la formation de tel jeune, quand il finit, tu l'embauches. Quelle garantie nous avons réellement que ce jeune-là va avoir son engagement, tu vois? Les gens chez nous, on est dans une culture où les gens, ils lisent le contrat, mais ils ne comprennent pas, mais ils signent. Et c'est après, quand tu le traduis peut-être en justice, qu'ils comprennent maintenant, est-ce que c'est, tu vois? Donc, il y a beaucoup de paramètres, en fait. Donc aujourd'hui, on a des entreprises partenaires à nous. Chaque fois quand ils ont besoin de profils, ils écrivent. Il y a d'autres même qu'on ne les connaît même pas, mais ils écrivent parce que telle personne... La dernière fois, j'étais dans un podcast ici dans le studio, j'ai fait avec quelqu'un qui recrute chaque année de nos étudiants. Moi, je ne le connaissais même pas. Et c'est quand je me présentais, on s'est présenté qu'il a su que j'étais le directeur. Ah ouais, tu vois, finalement, tu es trop dans l'ombre. Il faut vraiment que tu sortes. D'accord, je vois un peu. En tout cas, pour moi, c'est la qualité. Ouais, la qualité. Logique. Je pense que moi-même, sans te connaître au départ, j'avais déjà entendu, j'avais fait quelques recherches sur ton entreprise même avant d'arriver ici, comme je l'ai dit depuis 2021. En tout cas, tu es en train de faire un truc incroyable. Maintenant, nous sommes presque à la fin et tu as partagé énormément de trucs ici. Et tout à l'heure, il nous disait en off qu'il a parlé de plein de trucs qu'il n'avait jamais partagé. Donc, écoutez bien, notez au maximum. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent ou aux personnes qui nous écoutent et qui n'osent pas se lancer, qui n'osent pas suivre ce rêve ou cette institution au fond d'eux, ça serait quoi? De travailler chaque jour à renforcer la confiance en soi avant de chercher la confiance de Dieu. Ok, c'est profond. Tu peux expliquer? Le seul conseil que moi j'ai à donner, c'est un jeune qui veut réussir dans sa vie. Renforce chaque jour sa confiance en lui-même. C'est tout. C'est le moteur. C'est le moteur. C'est le moteur. Nous avons tendance à prendre Dieu comme... vers régler tous nos problèmes. Voilà, vers quelqu'un sur qui on peut tout déverser. Mais je pense qu'il nous a créé à son image. Si nous avons confiance en nous, nous sachons que nous sommes à l'image de Dieu et qu'il nous a dotés de pouvoir de faire les choses. Donc, il attend des résultats de nous. C'est tout. Incroyable. Donc, renforcer la confiance en soi, ça permet d'oser, de passer en action, de ne pas regarder le regard des autres, de ne pas voir si les gens te critiquent ou pas. Tu tombes, tu te relèves, tu fournis un service, même si ce n'est pas de qualité, continue comme ça d'abord, améliore-toi au fur et à mesure. Donc, tout ça, c'est la confiance en soi qui te permet de faire ça. Mais tant que tu n'as pas la confiance en soi, tu recherches la confiance dans les yeux des autres. La validation des autres, ça ne passe pas. Ouais, effectivement. Donc, c'est pourquoi moi, mon conseil, c'est ça, en fait. D'avoir confiance en soi, travailler sur sa confiance et se donner les moyens. Le reste, ça va arriver. Super. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. Je t'en prie, merci pour votre temps. Et merci à ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas simplement à vous abonner, à laisser votre meilleur commentaire et de suivre en fait Firmin. Je vais mettre ces liens simplement en dessous de cette vidéo et on se dit à bientôt dans le prochain épisode.